Aujourd'hui, on va parler pharmaco. On va pas faire de la med, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Nous avons tous déjà pris un médicament, que ce soit le comprimé de paracétamol, de l'iprane pour le mal de tête, ou l'injection de produits anesthésiants avant une opération par exemple. Mais que se passe-t-il dès lors que le médicament rentre dans le corps? Il faut savoir qu'il existe 4 étapes successives: absorption, distribution, métabolisme et enfin élimination, qu'on écrit ADME. Ces 4 étapes caractérisent la pharmacocinétique. La pharmacocinétique représente les effets du corps sur le médicament. Bien sûr, il n'y a pas seulement l'effet du corps sur le médicament, il y a aussi l'effet du médicament sur le corps. C'est la pharmacodynamique. Mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. L'absorption est la première étape de la pharmacocinétique. Elle est le passage du médicament de son lieu d'administration vers le sang. Il existe 2 voies principales d'absorption d'un médicament, la voie entérale et la voie parentérale. Tout d'abord, la voie entérale. C'est la voie qui concerne le tube digestif. Elle implique la voie orale, à travers la langue, et la voie rectale, le fameux suppositoire. Cette voie entérale entraîne une dégradation partielle du principe actif, pour 2 raisons. Le passage à travers une membrane biologique, la résorption. Ici, il s'agit de la membrane digestive. La résorption est influencée par l'état physiopathologique de la membrane digestive, la forme galénique et les propriétés physico-chimiques du principe actif. La seconde raison est l'effet du premier passage hépatique. Mais qu'est-ce que le premier passage hépatique? Lors de la digestion du médicament, une partie du médicament passe directement dans la circulation générale, tandis qu'une autre partie va vers le foie. Le foie peut transformer ou non le médicament, en partie ou en totalité, puis le relarguer dans la circulation générale. Il s'agit du premier passage hépatique. La voie parentérale a pour but de diminuer au maximum la résorption. De plus, elle n'est pas concernée par le premier passage hépatique. Ainsi, la fraction du médicament arrivant dans la circulation générale est très grande. Elle implique les voies intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et aussi rectales. Tu te dis peut-être, mince, je pensais que la voie rectale était une voie entérale. Ne t'en fais pas, on n'essaie pas de t'entourlouper. Si tu te rappelles de ton anatomie... Non. Tu te rappelles qu'il existe une anastomose porto-cave au niveau du rectum. Autrement dit, le rectum supérieur est drainé vers le foie, tandis que le rectum inférieur est drainé vers la circulation générale par la veine cave. C'est pour cela que le rectum peut subir une absorption entérale ou parentérale. La voie intraveineuse est la plus importante. On injecte le médicament directement dans le sang. La résorption est quasi inexistante, donc 100% du principe actif se retrouve dans le sang. C'est une voie extrêmement efficace. Il existe différents modes d'administration. Le bolus, on injecte la totalité du principe actif d'un seul coup. La perfusion lente, on injecte la totalité du principe actif sur une certaine durée. Et la perfusion continue, où on injecte une quantité fixe de principe actif, donc goutte à goutte sur une durée longue. Les voies intramusculaires, voie très fortement recommandée par Jean-Claude Van Damme. Et sous-cutanée implique une très faible et très rapide résorption. Donc l'absorption est très proche de 100% également. Il existe aussi les voies d'absorption in situ, comme intraoculaire, vaginale, nasale. On injecte le principe actif directement au niveau du site d'action. Attention, le passage dans la circulation générale reste néanmoins possible. D'autres voies d'absorption sont également possibles, comme la voie pulmonaire ou cutanée. La biodisponibilité est la fraction de principe actif qui atteint la circulation générale et le temps qu'il faut pour l'atteindre. À ton avis, quelle est la voie qui a la meilleure biodisponibilité? 1 hour later. Si tu as bien compris, c'est la voie parentérale, car il n'y a ni résorption, ni premier passage hépatique, qui sont les 2 facteurs importants diminuant celle-ci. Après l'absorption vient la distribution. La distribution est le passage des médicaments du sang vers les sites d'action du principe actif. Les médicaments circulent dans le sang sous 2 formes. La forme libre, qui participe aux échanges avec les compartiments biologiques, et la forme liée aux protéines. C'est la fixation protéique qui est majoritaire. La protéine à retenir est l'albumine. La fixation protéique dépend de l'affinité du principe actif pour la protéine, donc plus l'affinité est élevée, moins il y aura de forme libre qui participera aux échanges. La distribution tissulaire se fait uniquement sous forme libre. Il existe des facteurs influençants, dépendant de la molécule,
donc la taille, l'hyposolubilité, liaison protéine, et aussi dépendant de l'organisme, débit sanguin, affinité des tissus. On distingue différents modes de diffusion. Tout d'abord, il y a la diffusion passive. Du compartiment où la concentration en médicament est la plus élevée vers le compartiment où la concentration est la plus faible. Elle suit le gradient de concentration. Elle est non saturable et ne nécessite pas d'énergie. Elle concerne uniquement les formes liposolubles et non ionisées. Puis, les pores aqueux, Qui suivent le gradient de concentration concernent les petites molécules hydrosolubles, donc les ions. et enfin, il y a les transports par médiateur qu'on sépare en deux types différents. La diffusion passive facilitée, qui suit le gradient, ne nécessite pas d'énergie et qui est saturable, et le transport actif, qui lui nécessite de l'énergie et qui peut se faire contre le gradient de concentration. Dans le système nerveux central, il existe deux barrières. La barrière hémato-encéphalique, qui sépare le cerveau du sang et représente un passage très sélectif. Il existe aussi la barrière hémoliquidienne entre le sang et le liquide céphalorachidien, qui est étanche et ne permet aucun passage. Il existe aussi une barrière entre la mère et le fœtus. C'est la barrière placentaire. Elle permet les échanges entre la circulation sanguine du fœtus et celle de la mère. Il y a donc un passage par diffusion passive des molécules, y compris des médicaments et des toxiques. Après l'absorption puis la distribution vient l'étape de métabolisme. On peut aussi parler de biotransformation pour être plus général. Comme sous-entendu dans son nom, les biotransformations vont permettre de transformer notre biomolécule, déjà active ou non, en métabolites. Ces métabolites pourront soit être la molécule active du traitement, ou bien au contraire un déchet qu'il sera nécessaire par la suite d'éliminer. Des étapes de biotransformation auront souvent comme objectif de rendre les substances plus hydrophiles et donc facilement éliminables par les reins. Ces phases de transformation prennent principalement place au sein du foie ou des intestins, mais peuvent avoir lieu dans d'autres organes de façon plus marginale comme les reins, le poumon ou même le plasma. Nous allons parler des deux phases principales de ce métabolisme. La première étape pour permettre à une molécule lipophile de devenir hydrophile est de changer ses groupements fonctionnels initiaux en groupements plus polaires. C'est la phase de fonctionnalisation. Une des enzymes les plus importantes de cette phase est le cytochrome P450. Bon, on a un peu insisté sur le ralenti, mais je vous jure, il est à retenir. Ces réactions sont réalisées principalement au niveau hépatique et intestinal. La conjugaison est le second mécanisme possible. Ici, on va simplement, par l'action d'enzymes, ajouter des groupements polaires sur des molécules que l'on souhaite éliminer par voie rénale. Le mécanisme principal est la glucuronoconjugaison, qui consiste à adjoindre un groupement d'acide glucuronique, très hydrophile, grâce à l'UDP-glucuronyltransférase. À tes souhaits, Yanis. Vous n'avez rien compris? Nous non plus. Mais on peut vous affirmer que le paracétamol est éliminé de cette façon. Pour résumer cette phase un peu compliquée, voici ce schéma. À la fin de la distribution, nous obtenons une molécule apolaire et liposoluble. Sauf que celle-ci est très difficilement éliminable. Du coup, la biotransformation ou métabolisme va servir à transformer cette molécule apolaire en une molécule polaire hydrosoluble qui sera prête à être éliminée. Bon, vous aussi vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Passons à la dernière phase. Arrive enfin la quatrième étape du trajet du médicament, l'élimination. L'élimination est la sortie du principe actif de l'organisme. On distingue deux grandes voies d'élimination, la voie urinaire et la voie hépatique. L'élimination urinaire se fait dans trois étapes. La filtration glomérulaire, une étape obligatoire, c'est le passage du médicament du sang vers l'urine par diffusion passive. La sécrétion tubulaire, c'est le passage du médicament du sang vers l'urine contre le gradient de concentration. Cela nécessite donc un transporteur actif. Enfin, la réabsorption tubulaire, c'est le passage du médicament de l'urine vers le sang par diffusion passive. L'élimination urinaire est facilitée lorsque la molécule à éliminer est hydrosoluble, d'où le rôle du métabolisme. Tout commence à faire sens. Il existe deux mécanismes d'élimination dans le foie, le métabolisme vu précédemment et la sécrétion biliaire. Celle-ci se fait par diffusion passive ou par transport actif. Elle se fait grâce au cycle entérohépatique. Le principe actif est absorbé au niveau de l'intestin puis est amené vers le foie. Suite à l'étape de métabolisme, le principe actif peut se retrouver dans la bile puis être éliminé au niveau du duodénum. Cela fait bien un cycle qui commence dans l'intestin et se finit dans l'intestin. A full cycle. Cela entraîne une réabsorption du principe actif et donc un deuxième pic dans la cinétique. Cela s'appelle l'effet rebond. Mais il existe d'autres voies qui sont mineures. La voie pulmonaire qui permet l'élimination de substances volatiles. La voie salivaire qui consiste en la diffusion passive du médicament du sang vers la salive. Le lait maternel, cette voie est à prendre en compte lors de l'allaitement. On peut aussi éliminer les médicaments via la sueur ou dans les fanères, c'est-à-dire les poils, cheveux, ongles.
mais cela reste très anecdotique. Sacré trajet du médicament. Si nous passons tant de temps à l'étudier, c'est que ça sert à définir la fenêtre d'efficacité thérapeutique, pour définir la posologie d'un médicament et individualiser le schéma thérapeutique. C'est aussi utile pour détecter les variations inter- et intra-individuelles. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être aussi précis pour un comprimé d'aspirine, mais pour d'autres médicaments, comme pour des chimiothérapies ou des immunosuppresseurs, il est plus facile de se tromper de dose. Et dans ces cas-là, un surdosage comme un sous-dosage peut être fatal pour le patient. Ce cours théorique est terminé, maintenant je retourne à la pratique.